Bonjour Mohsen, Amin, Mohamed Amin, Nora et Leila. Je vais faire une tentative de cours enregistré. J'espère que ce ne sera pas trop ennuyeux pour vous. Vous pourrez m'écrire par email si vous avez des recommandations à me faire. La vérité, c'est la première fois que je fais un cours pareil enregistré. Je vais essayer d'être le plus intéressant possible. J'espère que de chez vous, de là où vous êtes dans le monde, tout se passe bien pour vous et votre famille et que ceux qui jeûnent passent un bon ramadan. Voilà. Alors, de quoi il s'agit notre cours? On va parler de l'écotourisme et du développement durable. C'est un cours qui demande quand même un peu d'attention parce qu'il faut essayer de comprendre de quoi on parle. Je vais partager avec vous l'écran du cours en PowerPoint. Partager. Voilà, normalement, vous devez tous être capables de voir ce que je vois. Alors, l'écotourisme et le développement durable. On va faire référence à des rapports, à des écrivains qui ont écrit là-dessus dans les années passées. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'écotourisme et le développement durable. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. C'est très dans le vent actuellement. Bon, à part le Covid qui est dans le vent maintenant, mais l'écotourisme et le développement durable, c'est des sujets qui intéressent de plus en plus de personnes. Il y a beaucoup de monde qui ont des alertes sur l'état de la Terre, sur l'état de notre vie, et qui se posent des questions. Comment va se développer notre avenir, comment le pays va devenir plus tard, est-ce qu'on pense à nos enfants, est-ce qu'on pense suffisamment à nos enfants, que font les États pour que l'écotourisme et le développement durable perdurent. Alors, en résumé, depuis l'apparition du rapport Brundtland en 1987, le concept de développement durable a fait son chemin. Donc, en fait, ça a commencé plus ou moins dans les fins des années 80. Malgré son ambiguïté, on cherche des outils pour le mettre en œuvre. Bon, c'est ambigu, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on en est? En raison de sa dépendance au milieu naturel, on ne peut pas parler d'écotourisme sans parler du milieu naturel, c'est-à-dire le milieu où on vit, et de l'importance de ce marché. L'écotourisme attire l'attention de nombreux chercheurs. Cependant, il n'y a pas de consensus sur le sens des principes qui lui sont associés, en plus d'être souvent confondus avec d'autres formes de tourisme. C'est vrai, on a tendance à parler écotourisme pour des touristes qui ne sont pas de l'écotourisme. Tout le monde se prétend protéger ou faire quelque chose pour la nature ou faire de l'écotourisme, mais ce ne veut pas dire pour autant qu'ils le font. Pratiqués dans des aires protégées parfois éloignées des grands centres urbains, les impacts environnementaux, socioculturels et économiques de l'écotourisme ne sont pas insignifiants. Étant donné la complexité inhérente à ce domaine, la recherche gagnerait à se structurer autour d'un cadre théorique plus fort et à croiser différents types de données. L'écotourisme contribue activement à la protection du patrimoine naturel et culturel. Bien sûr, parce que l'écotourisme, c'est la protection de la nature,
c'est la protection de notre culture. Donc, on participe, on contribue automatiquement dès qu'on fait de l'écotourisme. L'écotourisme inclut les communautés locales et indigènes dans sa planification, son développement et son exploitation et contribue à leur bien-être. On ne peut pas parler d'écotourisme ou de protection de la nature si on ne pense pas aux communautés locales. Ce n'est pas parce qu'on dit on va en Afrique, il y a eu des discussions, on va protéger les éléphants. C'est vrai, il faut les protéger, mais il y a dans certains endroits où il y en a trop d'éléphants et ils sont dangereux pour l'être humain. Donc, il faut tenir compte de l'être humain, des indigènes, des communautés, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment, elles, avant de prendre une décision sur la protection la protection qu'on veut faire avec l'écotourisme. L'écotourisme propose aux visiteurs une interprétation du patrimoine naturel et culturel. Donc, elle a une bonne interprétation du patrimoine naturel, c'est-à-dire la nature et la culture. L'écotourisme se prête mieux à la pratique du voyage individuel ainsi qu'au voyage organisé par de petits groupes. Donc, ce n'est pas un tourisme de masse, quoi. C'est ce qu'ils veulent dire. Parce que dès qu'il y a la masse, il n'y a plus de protection de la nature, il n'y a plus de protection culturelle. Il vaut mieux que ce soit en petits groupes au maximum. Alors, nous avons trois dimensions qui constituent l'essence même du concept d'écotourisme. Un tourisme axé sur la nature, une composante éducative et un besoin de durabilité. On va voir en détail dans les prochaines pages de quoi il s'agit. Tourisme axé sur la nature, c'est normal, c'est un concept. Avant tout, l'écotourisme et le développement durable, c'est sur la nature. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la nature, pour protéger la nature, pour ne pas abîmer notre nature et pour que ça dure. Quand on parle de développement, ça veut dire que ça se développe bien et durablement. On ne fait pas une opération pour le lendemain ou le surlendemain ou pour l'année prochaine seulement. On fait une opération durable. On pense à l'avenir. Une composante éducative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un travail tout seul, il faut qu'on éduque tous les intervenants. Il faut qu'on leur explique les choses. Il faut peut-être qu'on leur donne des cours pour expliquer c'est quoi l'écotourisme et le développement durable. Donc, il y a une composante éducative qui est importante pour que tout le monde parle le même langage. Et un besoin de durabilité, bien sûr, d'où le développement durable. Comme on a dit précédemment, on ne fait pas un travail à court terme, on fait un travail qui doit durer. Alors, tourisme axé sur la nature, composante éducative, besoin de durabilité. Ce sont des termes que vous devez pratiquement connaître par cœur parce que dans les travaux qu'on vous demandera de faire par la suite, ce sont des thèmes qui vont revenir à chaque fois et vous allez travailler autour de ces trois concepts d'écotourisme, les trois dimensions. Alors, tourisme axé sur la nature, c'est quoi? Le milieu naturel est infiniment lié à l'écotourisme et cette relation privilégiée transparaît particulièrement dans les premières définitions de l'écotourisme. Blamé 2001 et Valentine en 1992 identifient trois dimensions principales associées au tourisme axé sur la nature. Donc, dans le tourisme axé sur la nature, qui est une des trois dimensions de l'écotourisme, on a le tourisme axé sur la nature et il y a trois dimensions elles-mêmes qui sont liées à ce tourisme. L'expérience, le style et le lieu. Alors, on va développer. L'expérience, elle va varier dans sa dépendance à la nature, l'intensité de l'interaction, le contexte
social et la durée. Bien sûr, il faut qu'il y ait une expérience, il faut qu'on sache, il faut qu'on ait l'habitude de ce genre de tourisme. Le style est associé, par exemple, à l'infrastructure nécessaire, à la taille et à la composition du groupe ou à la durée de la visite. Et le lieu, il varie en termes d'accessibilité, de fragilité ou de nature, gestion et accès privé contre les publics, par exemple. C'est-à-dire que les lieux doivent être variés en accessibilité et fragilité. C'est-à-dire on protège la nature toujours. Encore une fois, c'est tout le contraire du tourisme de masse où on peut abîmer la nature, où on n'a pas cette notion de protection, où une quantité de touristes arrivent, prennent des photos sans regarder la population autochtone et locale, sans se soucier ou leur parler, sans regarder à la protection de la nature. Peut-être jettent des bouteilles d'eau en plastique à terre, fument et jettent leurs mégots. Enfin, ils n'ont aucun respect, alors que le lieu doit être respecté. Et pour ça, il vaut mieux avoir des petits groupes ou être en individuel. C'est pour ça, les lieux, on parle de lieux protégés. Justement, on ne laisse pas les gens faire ce qu'ils veulent. Toujours dans un tourisme axé sur la nature. Bien que le tourisme axé sur la nature semble de prime abord facilement identifiable, la question suivante mérite d'être posée. Qu'est-ce qui réellement constitue réellement une expérience axée sur la nature? C'est-à-dire, quelle est la possibilité d'avoir une expérience axée sur la nature? De quoi on parle? Est-ce que la traversée en automobile d'une vallée boisée se qualifie comme telle, ou bien le conducteur doit s'arrêter et aller marcher à travers les arbres et les fougères? Alors, est-ce que si vous traversez en voiture, est-ce que vous protégez la nature ou non, ou bien il faut vraiment se promener et vous arrêter et marcher à travers les arbres et les fougères? Et s'il le faut, combien de temps doit-il vagabonder? Donc, en combien de temps il faut le faire? Est-ce qu'un environnement grandement modifié par l'homme peut tout de même être qualifié de lieu écotouristique en autant que tous les autres principes soient respectés? C'est-à-dire, si on a transformé, disons, un lac artificiel, un lac qui a été créé par l'homme, il n'existait pas ce lac, et puis avec les chutes des neiges et l'eau qui se déverse dans une région, on a créé un barrage et on a créé un lac artificiel. Est-ce qu'on peut parler d'écotourisme de cet endroit? Probablement on peut, parce qu'au bout d'un moment, ce lac artificiel devient un lac à protéger. Parce qu'autour de ce lac artificiel, vous en avez un à Ben Ouidan au Maroc, par exemple, où c'est un endroit merveilleux. Il y a des constructions un peu autour du lac, il y a des hôtels, il y a des gens qui vont pour naviguer sur le lac ou bien faire du canoë-kayak ou faire de la planche à voile. Et vous avez toute une population autochtone qui s'est créée autour de ce lac. Donc oui, si l'endroit est beau, c'est sûr, c'est de l'écotourisme au bout d'un moment, alors que ça n'a pas été créé naturellement. Est-ce qu'une marche dans une plantation d'arbres ou une expédition en canot sur un lac artificiel constitue une expérience axée sur la nature? Alors, une expédition en canot sur un lac artificiel constitue une expérience axée sur la nature. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est vraiment du tourisme axé sur la nature si vous êtes sur un canot moteur et dans un lac artificiel? Tout dépend, est-ce que ce que vous faites, est-ce que c'est nuisible à la nature ou non?
même si c'est une nature artificielle. Si ce n'est pas nuisible, vous ne faites pas de mal. Vous êtes là pour protéger. Tourisme axé sur la nature. Pardon. Une frontière devrait être tracée quelque part afin de rendre opérationnelle la définition du tourisme axé sur la nature et par le fait même de l'écotourisme. Il va sans dire que la subjectivité ne pourra alors être évitée et toute définition de ces concepts comportera une composante arbitraire. Ce que nous dit Blamé en 1997, c'est chacun peut, selon sa vision, parler de tourisme axé sur la nature. Il faut rester prudent. Il faut voir qu'est-ce qui compose vraiment ce tourisme axé sur la nature et quelles en sont ses limites. C'est chacun et sa conscience et sa compréhension des choses. On va voir dans les prochains cours, est-ce qu'on va en apprendre un peu plus? Probablement. Alors, vous vous rappelez, on avait les trois axes, les trois dimensions principales, un tourisme axé sur la nature, une composante éducative et un besoin de durabilité. On vient de terminer de voir le tourisme axé sur la nature. Donc, avant tout, on parle de la nature. Quand on parle d'écotourisme, on parle de la nature. Maintenant, qu'elle soit naturelle ou artificielle, c'est un autre sujet qu'on a vu dans ce cours. Mais avant tout, c'est la nature. Qu'est-ce qui nous entoure? Les arbres, l'eau, la mer, les lacs, la neige, le sable, le désert. Tout ça, c'est de la nature. On va passer maintenant à la composante éducative, qui est très importante, parce qu'il faut alerter les populations autochtones sur le besoin de protéger cette nature. C'est très important, parce que parfois, les gens ne pensent pas à la protéger. On le voit dans beaucoup de pays où, en bord de mer, il y a des constructions anarchiques. On le voit dans beaucoup de pays où les forêts sont détruites. Et si on ne donne pas une éducation aux gens, ou on ne les éduque pas pour leur montrer l'importance de ne pas détruire la nature, cela ne sert à rien. C'est-à-dire, si on écrit des livres, si on leur dit non, ne détruisez pas ces arbres, ne coupez pas ces arbres, non, ne construisez pas en bord de mer, laissez les gens profiter de la mer, etc. Ça ne sert à rien d'interdire uniquement. Il faut aussi éduquer les gens et leur attirer leur attention que ça vienne d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux ont envie de faire changer les choses. Donc, on va voir la composante éducative, de quoi il s'agit. Alors, dans la composante éducative, il convient d'abord de définir trois termes utilisés, parfois indistinctement, lorsque nous abordons le domaine de l'éducation au sens large. Alors, par quoi on doit passer? Avant tout, c'est l'apprentissage. On a le premier là, l'apprentissage. Après, on a l'éducation. Et après, l'interprétation. Parce qu'on peut interpréter de différentes méthodes. Alors, contrairement à l'apprentissage, lequel est un processus naturel qui survient tout au long de notre vie, la plupart du temps, et de façon fortuite, l'éducation implique un processus conscient, planifié, séquentiel et systématique basé sur des objectifs définis en utilisant des procédures d'apprentissage spécifiques. C'est Kalinowski et Weller en 1992 qui avaient dit ça.
Donc, l'apprentissage est un processus naturel pour ceux qui ont des enfants ou un frère, une sœur ou un petit neveu. Naturellement, vous allez donner un petit conseil à votre neveu ou à votre fils ou votre fille et vous allez dire attention, ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Voilà comment tu dois faire. Mais c'est un apprentissage sur la vie, sur des expériences personnelles que vous avez vécues. Mais ce n'est pas une éducation. Une éducation, comme c'est écrit ici, ça nécessite un processus conscient, planifié. Disons que ce que je fais actuellement, c'est beaucoup plus de l'éducation que de l'apprentissage, parce que pour me préparer à vous donner ce cours, j'ai dû avant tout loader Zoom, m'inscrire sur Zoom. Enfin non, j'étais déjà inscrit, mais préparer le cours, préparer les tableaux que je vous présente. Et j'ai planifié tout ça et nous avons à peu près 1 heure ou un peu moins ensemble pour ce premier cours. Donc, j'ai planifié l'enregistrement, de coordonner l'enregistrement avec ma présentation. Donc, il y a eu une planification, il y a des séquences séquentielles, c'est-à-dire on a passé par l'introduction, après on est passé à un petit résumé, une petite introduction, etc. Et systématiquement basé sur des objectifs définis. Notre objectif, nous, pour cette éducation que je vous donne, c'est que vous compreniez un peu plus l'écotourisme et le développement durable et que vous sachiez de quoi il s'agit. Parce que probablement, vous en avez tous entendu parler dans certains journaux, dans certains magazines, dans des émissions de télé, sur des réseaux sociaux, mais vous ne savez pas de quoi on parle. Ou vous avez une idée, mais elle n'est pas très claire. Et mon rôle d'éducateur, c'est justement d'essayer de vous faire comprendre. Même si c'est très difficile, comme je le disais au début du cours, de faire un monologue, ça doit être très difficile pour vous aussi d'écouter l'attention. Je ne sais pas si vous êtes là encore, je ne sais pas si vous n'êtes pas levé pour aller vous préparer à manger en disant, bon, on va le laisser parler pendant que lui il fait sa présentation. Je sais que ce n'est pas facile. Mais avec ce Covid, on a été obligé de s'adapter et de voir comment on pouvait donner au mieux cette éducation qu'on doit vous donner. Entre autres, aujourd'hui, le cours, cette éducation concerne l'écotourisme et le développement durable. Et elle est planifiée, organisée, il y a un processus à suivre. Le dernier point, l'interprétation, c'est une activité éducative qui vise à comprendre le monde et les relations entre ces différents éléments par l'utilisation d'objets originaux, l'expérience pratique et l'utilisation de matériel illustré, plutôt que de communiquer simplement de l'information factuelle. Donc là, on est vraiment dans la dernière phase de la composante éducative, c'est l'interprétation. Quelle est notre propre expérience? Comment on voit les choses? Moi, je vous donne un cours, mais peut-être vous avez votre propre perception de l'écotourisme et du développement durable. Peut-être vous avez votre propre expérience là-dessus. Peut-être l'un d'entre vous a quelqu'un de la famille qui a un lodge ou un endroit qui fait de l'écotourisme. Il est en contact avec un ami qui fait de l'écotourisme dans son pays ou ailleurs. Et vous avez votre propre expérience. Donc, vous allez interpréter la partie éducative d'une manière différente que vos collègues, etc. Quoique presque
Tout tourisme axé sur la nature implique un certain degré d'apprentissage. C'est l'éducation et l'interprétation qui servent d'éléments clés à de caractéristiques à l'écotourisme selon Blamé en 2001. Il dit que c'est surtout l'éducation et l'interprétation qui sont le plus importants pour l'écotourisme. Il faut créer le besoin chez la personne qu'on éduque. Il faut créer la mentalité à faire attention à ce qui se passe autour de nous, à respecter les populations indigènes, à respecter les autres, à faire des mouvements et des gestes qui sont bien calculés, toujours dans le respect de la nature et de la population. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend et avec l'expérience, ça s'interprète différemment, mais l'expérience est importante. Cette dimension éducative est évidemment vaste et suffisamment subjective pour inclure toute une kyrielle de motivation et d'interprétation entre le tourisme et l'environnement. Weber en 2001, Weber 2011 affirme également que certains écotouristes négligent toute forme d'interprétation. Négligent, ils ne veulent pas interpréter différemment, préférant simplement observer et s'imprégner de l'environnement naturel à leur façon et peut-être même au niveau subconscient. Dans de tels cas, la composante éducative peut être si subjective et obscure au point de se soustraire à toute forme de mesure et est probablement mieux décrite comme une expérience appréciative plutôt qu'éducative. Prenons quelqu'un qui se retire sur le haut d'une montagne. Il est tout seul dans la montagne et il contemple. Il s'installe là et il contemple le paysage. Il voit quelques aigles passer devant lui. Il n'y a pas de voiture autour de lui. Il n'y a pas de bruit, que le bruit de la nature. Et rien que ce moment qui est apprécié, qu'il apprécie, c'est une forme d'éducation. C'est-à-dire, il apprend la valeur de protéger la nature et de protéger cet écotourisme. C'est très appréciable. On n'a pas envie de se retrouver dans un environnement avec du bruit. On oublie souvent qu'il y a du bruit autour de nous, dans les grandes villes. On oublie souvent que la nature est autour de nous et il faut la protéger. Donc, on peut vous donner plein de leçons, plein de cours là-dessus, mais si vous avez un moment, un endroit de là où vous êtes actuellement et vous avez la possibilité de vous retrouver tout seul dans une nature sans aucun bruit autre que la nature autour de vous, allez-y, n'hésitez pas. C'est la meilleure éducation que vous pouvez avoir. C'est de contempler, de prendre le temps, de respirer. Pardon. Je vais mettre pause. Allô? Oui, bonjour. Ah, vous êtes où? Euh, non, non, pas Enfa Hôtel. Pas Enfa Hôtel. Au 73 boulevard Enfa. Oui. 4e étage. Barcelone, c'est marqué. Vous allez venir quand? Ok, merci. Merci. Au revoir.
Je vais avoir une livraison de quelque chose. Si vous permettez 2 minutes, je vais juste m'assurer. Oui, Youssef, bonjour, ça va? Ouais, vous êtes au bureau? Ah, il y a quelqu'un d'Orange qui va venir livrer un téléphone à Monsieur Deléon. Vous êtes il est tout seul ou il est là? D'accord, ok. Dites-lui qu'il y a sa livraison qui va arriver. Ok? Ok, merci. À tout à l'heure. Bon, désolé, on va continuer le cours. Euh, donc, je vous parlais de l'appréciation plutôt que de l'éducation, d'être conscient de par vous-même, le fait que vous soyez dans un endroit avec un environnement naturel merveilleux, c'est une forme d'éducation qui, c'est-à-dire, ça va vous attirer votre attention qu'il faut protéger la nature, qu'il faut faire attention. C'est des moments euh, uniques. Au Maroc, par exemple, bon, il y a des montagnes, il y a la mer, il y a beaucoup d'endroits, mais il y a aussi le désert. C'est une expérience unique de se retrouver au milieu du désert, de voir un ciel clair comme tout, sans aucune pollution, de ne rien entendre. Dans le désert, on n'entend rien normalement, aucun bruit. Et, ou de même, on peut entendre un bruit d'un son qui est à 3 kilomètres. On l'entend tout d'un coup, s'il y a quelque chose qui se passe à 3 kilomètres. Donc, c'est des moments privilégiés que certains d'entre vous peuvent avoir à un moment ou à un autre de leur vie, mais c'est aussi un moment d'apprentissage et d'éducation sur la protection de la nature. Parce que dès qu'on voit, on se retrouve dans un endroit pollué, bruyant, euh, non esthétique, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, les êtres humains, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? La frontière entre éducation, apprentissage et appréciation et leur absence peut alors devenir si floue que le produit touristique ne rencontre plus ce critère. Alors, si nous voulons pouvoir distinguer l'écotourisme du tourisme axé sur la nature sur la base de l'expérience éducative, il faudra encore une fois éclaircir ce que cette dimension véhicule. On est dans la dernière phase maintenant. On revient. On avait le tourisme axé sur la nature, la composante éducative, qui est très importante, et le besoin de durabilité. On va passer à la dernière dimension. Pourquoi ce besoin de durabilité? Qu'est-ce qu'il en est? Considérant que le tourisme est la plus importante industrie au niveau international, son potentiel à contribuer au développement durable est substantiel. Hunter, 1997. Deux principes liés à la durabilité sont régulièrement mentionnés en écotourisme. Un, l'apport à l'économie locale. Deux, le support à la conservation. Ceci sous-entend que si les communautés locales récoltent suffisamment de fruits de l'arbre de l'écotourisme et qu'en outre l'écotourisme participe activement à la conservation du milieu naturel, nous nous dirigeons fort probablement vers la durabilité. J'explique.
ce que j'en viens de dire. Si on apporte quelque chose à l'économie locale et que c'est bénéfique à l'économie locale, bénéfique à la population locale, naturellement, elle va être protégée par les locaux afin que ça dure. Si vous avez, on dit ici dans l'exemple, des récoltes d'arbres fruitiers et que la population locale en profite déjà pour manger et pour revendre ces produits, il serait fou de dire, bon, on va détruire ces plantations pour rien. Ils ont envie de garder cet environnement naturel qui leur apporte un intérêt à eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent en manger et ils peuvent vivre de ce produit. Donc, on est dans une optique durable. Parce qu'on n'a pas envie aucun d'entre nous n'a envie de détruire ce qui nous fait vivre. Mais comment peut-on déterminer qu'une expérience de tourisme supporte suffisamment les communautés locales et la conservation pour se qualifier d'écotourisme? Alors, bon, il y a une autre limite là. Comment on peut déterminer qu'une expérience de tourisme supporte suffisamment les communautés locales et la conservation pour le qualifier d'écotourisme? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on va déterminer que c'est bon ou c'est pas bon? Comment décider si les bénéfices aux communautés locales sous forme d'emploi et de revenus justifient les pertes irréversibles au regard de leur identité culturelle? Alors, oui, si on transforme complètement les plantations si quelqu'un vient et dit, ah, vous savez, ça fait des années que vous plantez des bananes et vous plantez des pommes mais ça ne vous rapporte pas assez d'argent, donc on va détruire toutes ces plantations et on va mettre d'autres produits sur ces terres qui ne sont pas spécialement, on va mettre du soja. Bon, soja, ça peut être bien. Mais on peut mettre d'autres produits qui sont très controversés à base de produits pas naturels, c'est-à-dire que pour les faire grimper, on est obligé de mettre des engrais chimiques. Et à ce moment-là, on ne protège plus la nature parce que les engrais chimiques vont tuer la terre sur laquelle vous avez vos plantations de bananes et de pommes, et par la suite vont complètement détruire ce sol. Les produits chimiques vont tuer ce sol et ce ne sera plus vraiment une protection de la nature, ce n'est pas très bon pour l'avenir. Alors que l'on s'accorde généralement sur les principes de base du développement durable, peu de concepts sont aussi ambigus lorsque vient le temps de l'interprétation et de la mise en œuvre. Wever 2001. Même s'il est possible de réconcilier de nombreuses interprétations et ambiguïtés autour de la durabilité, le problème de déterminer si oui ou non tel objet ou tel projet écotouristique adhère au développement durable demeure entier. Par conséquent, sur la question de la durabilité et de l'écotourisme, Wever 2001-15 prend le parti suivant. Qu'est-ce qu'il dit? Il est impossible d'évaluer au-delà de tout doute si l'opération ou une activité écotouristique particulière est durable du point de vue environnemental ou socioculturel sans que l'on accepte une définition anthropocentrique très diluée du concept. Ainsi, insister sur le fait qu'un produit doit être durable, comme le font la plupart des définitions, j'en insiste, pour se qualifier d'écotourisme n'est point réaliste et sert à exclure la majorité. Sinon, toutes les activités qui autrement se qualifieraient, il semble plus raisonnable de soutenir que l'écotourisme devrait paraître durable sur la base des meilleures connaissances et de l'expérience disponible.
À mon avis, une telle vision de l'écotourisme est dangereuse, principalement parce que, à première vue, bien des projets écotouristiques peuvent nous apparaître durables, alors qu'un examen plus attentif nous apprend souvent le contraire. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est vraiment durable, qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour tout le monde et se poser les bonnes questions. Bon, nous allons voir un peu maintenant. Je vais arrêter le partage de l'écran et vous partagez un autre écran. Alors, je ne sais pas s'il est là. Je vais quand même vous dire qu'est-ce qu'on attend de vous. In fine. Où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà. Vous devez voir écotourisme et développement durable. Qu'est-ce qu'on va vous demander de faire à la fin du cours? Pas aujourd'hui, mais déjà, vous devez commencer à y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez eu une grande partie sur l'introduction, comment ça marche, mais on a encore d'autres cours à voir ensemble. Vous allez considérer que chacun d'entre vous, en tant que futur ministre du tourisme de votre pays, donc quel que soit votre pays, votre mission est de préparer un projet pour votre pays de mise en place d'un tourisme axé vers l'écotourisme et le développement durable. Donc, vous devez mettre en place un projet. Sur une présentation PDF, vous devez faire ce projet, pas plus de 15 pages. Vous devez développer votre projet en y incluant les 3 dimensions qui constituent l'essence même du concept d'écotourisme. Un tourisme axé sur la nature, une composante éducative, ce qu'on a vu exactement tout à l'heure, et un besoin de durabilité. La présentation de PDF, une fois que vous aurez fini, sera déposée sur la plateforme EHG. Et bon, là, j'ai mis le délai de présentation le 30 juin, mais c'est à confirmer. Il faudrait que je vois ça avec la direction de l'école, voir quelle est la date qu'eux ils prévoient. Il y a un peu de travail de recherche à faire. Vous devez voir déjà chacun dans votre pays qu'est-ce qui se fait sur l'écotourisme et le développement durable. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de développer et penser à une présentation sur votre pays. Vous choisissez un thème. Vous pouvez choisir le thème de la mer, ou vous pouvez choisir le thème de la montagne, ou le thème de la forêt, ou du désert, ou un thème sur la savane, si c'est en Afrique, les protections des animaux. Donc, vous choisirez le thème que vous voulez et vous allez nous faire un projet d'écotourisme, développement durable. Comment vous voyez ça? Comment vous allez protéger votre environnement? Comment vous allez créer un projet touristique écotouriste qui doit être axé sur la nature? Comment vous allez éduquer les populations locales? Qu'est-ce que vous allez faire? Et s'assurer qu'il y ait une durabilité. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, déjà, ça demande pas mal de concentration, tout ce que j'ai pu vous raconter. L'avantage que ce soit préenregistré, c'est que vous pouvez revenir en arrière et réécouter autant que vous voulez, ou alors ne plus réécouter, vous choisissez. Mais essayez de comprendre un peu au moins ces trois dimensions qu'on a vues aujourd'hui sur l'écotourisme, parce qu'elles peuvent vous être utiles déjà pour votre cours, pour votre préparation de travaux,
déjà réfléchissez de quel pays vous allez parler, si c'est le vôtre ou un pays peut-être voisin qui vous intéresse, et en tant que ministre du Tourisme, comment vous allez préparer votre projet. Autour de 3 dimensions, tourisme axé sur la nature, composantes éducatives et besoin de durabilité. Voilà. Je ne peux pas vous dire, est-ce que vous avez des questions parce que je suis en monologue. Par contre, vous pouvez m'envoyer vos questions sur la plateforme ou par email. Alors, mon email, je vais vous l'écrire ici. C'est Patrick, P-A-T-R-I-C-K, Patrick, arrobase, Watchi, W-A-T-C-H-I.com. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Voilà. Patrick@watchi.com. Je crois que là, vous l'avez peut-être à l'envers, je ne sais pas. Moi, je vois à l'envers quand je lis moi-même. Voilà. Merci de votre attention. Et puis, à la prochaine. Voilà. Bonne continuation pour tous. Alors, je dois éteindre l'enregistrement. Bye bye.